Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Le week-end dernier, la Bulgarie a gagné un concours célèbre, ancien et parfois saupoudré de scandales. La France a fini 11e de ce concours et ne l'a plus gagné depuis 1977. Si je vous dis Marie-Myriam, est-ce que ça vous parle? Mais au fait Thierry, c'est quoi l'Eurovision? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors l'Eurovision, je pense qu'on est typiquement dans le principe de au fait c'est quoi, dans l'idée de dire que c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais pas vraiment. J'aurais du mal à croire qu'on ait des auditeurs qui ne sachent pas du tout ce qu'est l'Eurovision. Ouais, Euh, D'ailleurs, on parle de l'Eurovision, son nom officiellement, c'est le concours Eurovision de la chanson. D'ailleurs, d'accord. Ok. petite anecdote avant l'heure. Au cas où des gens découvriraient par notre épisode ce que c'est, et ben en fait, c'est le rendez-vous annuel incontournable de la démesure musicale, des paillettes, de la géopolitique, t'en parlais, et des performances vocales. Donc c'est en fait un concours européen de la chanson. Et donc on se propose dans cet épisode de faire le schéma habituel, de parler un petit peu de l'histoire, des évolutions, de la spécificité de la France, des anecdotes, bref, un épisode on ne peut plus classique d'Au fait c'est quoi. C'est ça. Moi, juste pour commencer en préambule, ma mère m'a toujours beaucoup parlé de l'Eurovision. Elle a toujours beaucoup suivi. Alors, à une époque où on gagnait et à une époque où je pense que c'était peut-être un peu plus suivi que maintenant, on va dire, dans notre pays. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un monument, malgré tout, de la chanson. Et j'ai hâte de savoir, tu vois, je sais pas vraiment quand est-ce que ça a commencé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de l'Eurovision? Ouais. Ouais, bien sûr. Et juste par rapport à ce que tu disais, je pense que ça j'ai pas vérifié, hein, donc c'est un avis personnel, mais je pense que ça a baissé quand tout ce qui est télécrochet musical a commencé à se lancer. Je pense à la Star Academy, The Voice, etc. Ouais. Ce qui fait que là maintenant il y a sans arrêt un petit peu des concours de chansons, là où l'Eurovision c'était le concours de la chanson. Mais bon, Ouais. Ouais, c'est vrai. ça reste une interprétation personnelle. Oui, mais je te crois. Moi, je pense que tu as raison, Thierry, c'est la bonne réponse. Donc, passons effectivement à la rubrique histoire. Donc, au niveau des origines, et tu disais, tu vois pas trop quand est-ce que ça s'est présenté, et je pense que tu vas être assez surpris du contexte dans lequel ça s'est fait. En tout cas, moi, j'ai été surpris, c'est qu'en fait, le premier objectif, ça a été de reconstruire l'Europe en chanson. Donc, dans les années 50. En fait, au début des années 50, donc l'Europe se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale. On a d'ailleurs la construction de l'Europe en 58. Et du coup, en 1950, l'Union européenne de radio-télévision, donc c'est s'appelait l'UER, est créée. Et son but, c'était de coordonner les échanges de programmes télévisés entre les pays, ce qui était évidemment à l'époque un défi technique Ouais. immense, du fait que les réseaux transfrontaliers, tout simplement, ils n'existaient pas, pardon. Ouais, par rapport à maintenant où on a l'habitude qu'un programme français, américain ou autre, on va dire même européen, soit diffusé un peu partout et soit traduit et sous-titré ou avec un doublage. C'est vrai qu'à l'époque, ils se sont dit. Alors, la période des années 50 ne me surprend pas dans D'accord. l'esprit. Par contre, le fait de se dire on va reconstruire sous forme de chanson, je pensais pas que ça avait un impact si grand dans le projet initial. Et si, et donc l'idée du concours, ça a germé dans l'esprit de Marcel Besançon. Alors c'est pas comme la ville. D'ailleurs, petit coucou à Nico en passant parce que je sais qu'il nous écoute. Besançon, donc dans ce cas-là, c'est Bezenccdon. Oh Mhm. tiens, je suis en train de me dire, on avait parlé, je crois, de ça, et c'est de nouveau pas prévu, mais avec les caractères accentués. Mais oui, Oui. l'histoire des caractères accentués, épisode 99. Ah là là, vous avez vu, et c'est vraiment en toute improvisation là, Thierry. Tu es de plus en plus fort. Donc, ce Marcel Besançon, c'est lui qui a eu l'idée. Qui était-il ce Marcel? Donc, ce fameux Marcel, c'était en fait un journaliste suisse qui était à ce moment-là directeur donc de l'UER dont je viens de parler. Ok. Et donc, il s'inspire directement du festival de musique de San Remo en Italie, qui existe d'ailleurs toujours. Ouais. Et Besançon, du coup, il y voit un double intérêt.
déjà, d'un point de vue technique, comme on l'a dit, ça permet de tester les capacités du réseau de diffusion transfrontalier, donc ce qui s'appelle le réseau d'ailleurs Eurovision, avec un grand programme en direct simultané. Et l'autre intérêt, c'est un intérêt évidemment culturel, qui est de rassembler les peuples européens autour d'un projet festif et pacifique. Je rappelle de nouveau qu'on est dans les années 50, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ah, c'est super intéressant parce qu'il y a d'abord le projet technique de se dire on ambitionne de diffuser des programmes partout en Europe. On a besoin de quelque chose de grandiose et de simultané pour tester. Et en plus, si on peut faire ça de manière festive et pacifique, tout est réuni pour que l'Eurovision se crée, quoi. Exactement. Et ce qui finalement était l'idée générale de la construction de l'Europe et quelque part, l'Eurovision en fait parler. Ouais. Du coup, il y a le premier concours qui est lancé. Pour être très précis, il se tient le 24 mai 1956 à Lugano, en Suisse. C'est pas une grande surprise de savoir que ça se dirige en Suisse quand on sait un petit peu comment fonctionne l'Europe. Et sans surprise, il n'y a pas beaucoup de nations qui y participent. Pour autant, Cocorico, puisqu'il y avait 7 pays, donc évidemment la Suisse. Si j'ai dit Cocorico, donc la France. L'Allemagne de l'Ouest, ce qui je trouve est quand même une sacrée prouesse, même si c'est pas l'Allemagne de l'Est, c'est l'Allemagne de l'Ouest, mais enfin quand même l'Allemagne, s'il vous plaît. L'Italie, pareil, quand on prend le contexte de l'époque, ça paraît pas évident. Le Luxembourg, ce qui est quand même pas par définition le plus grand pays de l'Europe. La Belgique et les Pays-Bas. Donc Suisse, France, Allemagne de l'Ouest, Italie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, c'est 11 ans après la fin de la guerre. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même un beau pari et c'est quand même une belle preuve de réunification qu'il soit présent dès le début, au final. Exactement. Et du coup, donc, comment ça se déroulait à l'époque? Du coup, donc, uniquement 7 pays. Donc, bon, fallait que ça dure un minimum. Du coup, chacun des pays présentait 2 chansons. Et il faut savoir que c'est la Suisse représentée par Lys Assia qui l'emporte. Et l'ambiance ressemble alors plus à un espèce de gala de musique très classique, loin de la pop actuelle. D'accord. Donc ça, pour les origines. C'est ça. Ça, c'est vraiment le tout début, la création. Qu'est-ce qui fait que l'Eurovision est devenue l'Eurovision? Parce que moi, dans mes souvenirs, comme je te disais, mes parents, ma mère en particulier, en parlaient et c'était vraiment un rendez-vous incontournable. Et oui, ça correspond exactement au niveau des années de l'enfance, enfin peut-être pas de l'enfance, enfin quoique enfance, adolescence et jeune adulte de tes parents comme les miens d'ailleurs, puisque du coup, l'âge d'or et l'expansion, c'est les années 60-70. Le concours il gagne très vite en popularité, le nombre de pays augmente, obligeant l'UER à limiter à une seule chanson par pays. Parce que forcément, si d'un coup tu as 15 pays que tu fais 2 chansons, quoique quand tu regardes maintenant le nombre de pays, mais bon, à l'époque, ils se sont quand même dit, il va falloir se détendre. Puis à l'époque, il n'y avait pas l'habitude des shows qui durent 4 heures. C'est ça. Ça n'a pas duré 2 jours non plus. Faut pas abuser. Voilà. Et puis bon, à nouveau, faut penser aux moyens techniques, etc. Je pense que c'était quand même un peu physique sur les bords. Bien sûr. Donc et chose intéressante, c'est que c'est l'époque de la variété francophone triomphante. En fait, à ce moment-là, la France, elle gagne 4 fois entre 1958 et 1969. Ah, là, c'est notre période d'or. C'est l'âge d'or de la chanson française, là, pour l'Eurovision. Ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Mais ça, c'est un autre débat. On va y revenir. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, il me semble que c'était pour la France, je suis quasiment sûr, que France Gall avait gagné avec Poupée de cire, Poupée de son. Je te le confirme, ma mère m'en a souvent parlé. C'est le cas. Voilà. Et donc donc on disait la France avec la variété francophone et des mélodies légères, Poupée de cire, Poupée de son, pour ceux qui connaissent, c'est typiquement la chanson qui va bien. Et en 1967, la chanteuse britannique Sandal Shaw gagne avec Puppet on a String, inaugurant l'ère de la pop moderne dans le concours. Ok. Moi, j'avais vu, alors peut-être que tu en parleras tout à l'heure. Non, je pense que tu en as parlé dans les anecdotes, donc j'en parlerai un peu plus tard. Ça représente une chanteuse québécoise qui peut-être va faire une nouvelle tournée qui fait un grand succès. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais te connaissant, tu as dû en parler. Et je vois très bien, je te confirme que j'y ai pensé, surtout que le titre en question, je le trouvais personnellement magnifique. Avant ça, il y a un tournant historique, c'est l'année 1974, puisque du coup, il y a un groupe qui a gagné l'Eurovision avec un titre qui s'intitule Waterloo. Je vais évidemment parler de ABBA.
qui ne connaît pas ABBA? Je dois avouer, je suis pas forcément fan de ABBA, mais pour autant, voilà, c'est un titre que forcément tout le monde connaît. Et il prouve que l'Eurovision, ça peut être un tremplin pour une carrière planétaire, et ça impose définitivement les codes de la pop énergique et des costumes extravagants. Si tu te souviens un peu des Oui. images de ABBA et même des années 70 de manière générale, c'était pas le costard cravate ultra classique. Non, mais moi personnellement j'aime bien, je trouve ça assez léger et ça me détend quand j'écoute ce genre de musique et donc on voit quand même qu'au final une victoire à l'Eurovision, ça leur a ouvert les portes d'une carrière que maintenant tout le monde connaît. Peut-être que même certains, pour les plus jeunes, ne savaient pas qu'ABBA avait gagné avant d'être connu, mais c'est très beau ce qu'ils ont fait derrière. Absolument. Et enfin, l'étape suivante, ça a été la modernisation et l'ouverture à l'Est. Donc, on parle des années 90 et ça fait finalement un peu le lien avec ce qu'on disait par rapport au début du concours de l'Eurovision, puisque chute du mur de Berlin en 1989, éclatement du bloc soviétique et du coup, ça bouleverse le concours. Il y a une vague de nouveaux pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Russie, l'Estonie, la Roumanie, qui souhaitent intégrer la compétition. Et pour gérer ces afflux de participation, l'UER, toujours, doit instaurer un système de relégation, puis plus tard des demi-finales, qui ont été introduites en 2004, pour que tout le monde puisse tenter sa chance. Donc, j'en parle rapidement, parce que je suis pas rentré dans le détail, mais c'est vrai que dans les concours actuels, en fait, tout se fait sur une semaine. Donc, il y a les différents pays avec 2 demi-finales qui sont faites je crois, les veilles et avant-veilles de la finale, pour après arriver en finale, où là, je rentrerai un peu plus dans le détail plus tard. Et puis, c'est également à cette époque que les règles s'assoupissent. En 1999, c'est la fin de l'obligation de chanter dans la langue nationale. Ça arrivait tardivement au final, hein. Et à titre perso, 99. à titre personnel, je trouve ça dommage. Mais pareil, ça n'engage que moi. Après, il y a alors, je trouve ça dommage, oui, par rapport à la culture. Et après, je pense qu'il y a des langues qui rendent moins bien en chanson que d'autres. Et donc, il y a peut-être un côté aussi d'être défavorisé dès le début. Je parle par exemple, moi qui suis très germanophone, la langue allemande est très gutturale. Et donc, par rapport à l'anglais ou l'espagnol, c'est difficile de se démarquer. J'ai pas osé le dire, mais j'ai clairement pensé à ça. Voilà, c'était ma participation à la langue allemande ce soir. Et justement, du coup, c'est exactement ce que tu dis, c'est que la plupart des pays choisissent alors l'anglais pour maximiser leurs chances de victoire, parce que une chanson, c'est la mélodie, mais aussi potentiellement le texte, et donc forcément, tu as plus de chances d'être compris si tu chantes en anglais que si tu chantes en allemand, en italien, en espagnol, etc. Ouais. Et 99, il y a également l'orchestre live qui est définitivement abandonné, encore une chose que je regrette, au profit de bandes-son préenregistrées, permettant des productions pop beaucoup plus modernes. En même temps, c'est aussi l'avènement des synthétiseurs, etc., des musiques un peu plus électroniques. Donc, je comprends aussi quelque part. Donc là, on est dans les années 90 jusqu'aux années 2000, donc la modernisation et l'ouverture à l'Est. Ils ont créé comme un peu une compétition sportive, de la relégation, des demi-finales, de la grande finale. C'est un peu le foot version Eurovision. Et donc maintenant, Thierry, on en arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, où là, pour le coup, le côté spectacle s'est vraiment développé, parfois même de manière assez particulière. Qu'est-ce que tu peux nous dire à partir des années 2000 ? C'est ça, donc dans les années 2000, l'Eurovision, ça devient un show visuel gigantesque avec des écrans LED, des jeux de lumière high-tech et des mises en scène qui sont millimétrées, qui prennent du coup le dessus. Donc c'est plus quelque part un spectacle que simplement de la musique. Et puis, toujours un côté politique et sociétal, le concours, il devient aussi un immense symbole d'inclusivité et de célébration de la communauté LGBTQIA+. Avouez que j'ai pas toutes les lettres, mais bon, tout le monde aura compris l'idée. Notamment avec les victoires marquantes de Dana International avec les Israël en 1998, qui avait été la première femme transgenre à gagner, ou de Conchita Wurst, Autriche en 2014, la fameuse femme à barbe. Je suis sûr que tu te souviens de cette image, ça avait pas mal marqué l'actualité à l'époque.
Ouais, Dana International, pour le coup, je m'en souviens pas. Conchita Wurst, j'en souviens parce que derrière, elle avait quand même continué, hein, faire une petite carrière. Ça l'avait propulsé en tout cas. Moi, quand je te dis particulier, parce que j'avais souvenir, je serais incapable de te dire l'année, mais je crois que c'était un groupe allemand, tu sais, qui paraissait un peu gendre idéal et qui d'un coup nous avait sorti une espèce de hard rock de fou furieux. Et c'était ce décalage-là où je me suis dit, ah ouais, on est vraiment rentré dans une ère où pour le coup, tous les styles de musique et tous les genres peuvent être représentés. Ce qui, dans le fond, est pas mal parce qu'il y a, de toute façon, il y a plein de pays, donc chacun va proposer à son niveau ce qu'il a envie de montrer. Et absolument, il y a vérifié, même peut-être après, je suis pas sûr, mais parmi les anecdotes, il y a un cas comme ça que je vais citer. Donc c'est peut-être le groupe allemand dont tu parles. Tu me le diras à ce moment-là. Ok. Pour résumer, donc c'est une compétition qui est devenue mondiale, bien que le nom contienne euro, largement émancipé du continent géographique. En fait, tant que le diffuseur public il est membre de l'UER, le pays peut participer. C'est pourquoi on y retrouve Israël, l'Azerbaïdjan ou encore la Turquie par le passé. L'Australie étant un fan absolu du concours, a même été invité à rejoindre la compétition de manière permanente. Tu parlais du Classe. football, c'est-à-dire un peu comme l'UEFA. Hein. Oui. Euh, Israël, Quand on Azerbaïdjan, regarde pour l'Euro, par Turquie. exemple, Ouais. exactement. Donc, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça reste le terme de l'Eurovision, mais voilà, qui s'étale au fur et à mesure à travers le monde. Voilà, une longue partie historique. J'espère que pour nos éditeurs que ça n'a pas été trop barbant, sans mauvais jeu de mots, avec le groupe dont on parlait précédemment. Euh, du coup, je Ah, pense qu'il faudrait quand même parler un petit peu des bah, des règles. règles, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Parce que je t'avoue que moi, je regarde plus, ou très très peu. Donc, je suis incapable de dire maintenant comment ça se passe. Il y a dû avoir des évolutions. Je compte sur toi. Voilà, donc bon, rien de bien compliqué sur base de ce que j'ai déjà un petit peu expliqué. Donc chaque pays participant, donc via son diffuseur public, comme du coup France Télévisions pour la France, ça c'est une obligation. Hein. Ça peut pas être diffusé par TF1 par exemple, ce qui en même temps paraît logique vu le contexte. Donc chaque pays participant il choisit un artiste et une chanson originale de moins de 3 minutes. Oh, je pensais que j'avais pas cette notion de temps. Moi C'est non plus. court comme chanson, au final. Et effectivement, chanson originale, on pense par exemple à j'allais dire l'avant-dernière qui était Louane. Alors elle, en plus, c'était compliqué parce qu'elle avait pris le titre Maman, sachant qu'elle avait déjà un titre Maman qu'elle a supprimé, et on en a recréé un. Mais Mm. donc, ça peut pas être un titre déjà connu. C'est forcément quelque chose que tout le monde découvre, y compris Ouais, le pays concerné. Le direct est obligatoire, donc tout le monde doit chanter en live sur scène. Donc il n'y a pas de playback voix. c'est On l'a bien. dit par contre, Heureusement. tu m'étonnes. C'est oh zut, je me suis raté. Donc avec le risque, c'est en direct, donc avec le risque de se rater, etc. La musique, elle, par contre, comme on l'a dit, elle est enregistrée. Donc il y a la bande son qui est diffusée et ensuite le chanteur ou la chanteuse qui chante par dessus. Et il y a donc le Big Five, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les plus gros contributeurs financiers de l'UER. Forcément, il y a de l'argent en jeu, hein, il n'y a pas de Bien sûr. miracle. Et donc, en échange, ils sont automatiquement qualifiés pour la finale. C'est pour ça que la notion de demi-finale, j'en parle pas trop parce qu'en France, on n'est pas concerné. Et le pays hôte, donc le vainqueur de l'année précédente, est également qualifié d'office. Ça serait quand même super moche que le pays hôte n'ait pas son propre candidat. Exactement. D'accord. Et donc, au niveau du système de vote, parce que moi, je sais qu'il y a une partie d'un jury, et puis tu as les gens, on le voit souvent d'ailleurs, les pays scandinaves vont voter pour d'autres pays scandinaves. Enfin, il y a un côté très géopolitique dans tout ça. Oui, absolument. Et du coup, en fait, c'est un savant mélange de 50% de votes d'un jury de professionnels et 50% de télévote, donc le public. Mm. Il y a une règle d'or, on ne peut jamais voter pour son propre pays. Ce qui est normal. Exactement. Par contre, et j'ai revérifié juste avant qu'on enregistre, donc pour là, la finale qui a eu lieu il y a quelques jours, en fait, c'était intéressant parce que justement, euh, il s'avère que la France a eu énormément de points par les autres pays, mais beaucoup moins par les télévotes. Et donc, j'ai vérifié s'il y aurait eu que le vote des pays. À ce moment-là, on sera arrivé quatrième.
Ah ouais, mais ça a un impact important. Est-ce que tu vas en parler juste après ou pas, hein? Tu sais, sur le pays qui gagne, c'est celui qui doit recevoir, c'est ça, par la suite? C'est ça, ouais, je l'avais pas noté et je viens d'y penser. Donc normalement, c'est exactement ça, hein. Le pays qui remporte la victoire l'organise l'année suivante, sauf cas particulier, l'exemple typique, bah, c'est pour cette année, c'était Israël qui avait gagné l'année dernière, me semble-t-il, et du coup, forcément, vu le contexte, ça s'est pas refait. Mais normalement, c'est l'idée. Beaucoup soupçonnent que d'ailleurs il y a des effets un peu politiques là-dedans parce qu'il y a peut-être des pays qui auraient du mal à organiser justement ce concours et donc potentiellement en coulisses s'arrangerait pour pas gagner parce que ça serait un peu un cadeau empoisonné, mais bon, Ouais, ça reste que des bruits. d'accord. Et comment se déroule cette finale, Thierry? Là, c'est bon, les gens sont qualifiés, on a la liste des pays. Comment ça se passe? Donc ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'ouverture et le défilé des drapeaux. Ça fait un petit peu Jeux Olympiques. Le show, il commence en fait par une vidéo d'introduction suite d'une performance sur scène lancée par le pays hôte, donc un peu comme justement comme l'ouverture. Vient ensuite un moment très solennel et festif qui est la parade des drapeaux. Donc comme je disais, façon Jeux Olympiques, Mhm. les artistes des 25 ou 26 pays finalistes entrent un par un sur scène sous les acclamations du public, brandissant le drapeau de leur nation. Ok. Ensuite, du coup, il y a le marathon des performances. Donc, c'était le cœur de la première partie de la soirée. Les pays qualifiés ainsi que donc le Big Five, à nouveau France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et le pays hôte enchaînent leurs prestations. Donc, les chansons, elles s'enchaînent à un rythme effréné toutes les 3 ou 4 minutes, hein. Ah oui. Il y a pas d'interruption entre les titres. Si ce n'est qu'entre chaque prestation, il y a une courte vidéo de 40 secondes qui est appelée la carte postale, qui met en scène l'artiste afin de permettre aux techniciens de changer les décors sur scène à une vitesse record, à nouveau Ouais. 40 secondes. Ouais, ça fait un peu, tu sais, comme les pilotes de Formule 1 quand ils arrivent au stand et qu'en quelques secondes, il y a les pneus de changer et l'essence de mise. C'est un peu pareil, quoi. Ils changent un décor de manière extrêmement efficace. C'est ça, sauf que bon, là c'est tout le temps les mêmes pneus et en général le réservoir est un peu toujours au même endroit. Je pense qu'au niveau des cœurs, c'est encore plus impressionnant de mon point Ouais, de vue. c'est sûr. Ensuite, la troisième étape, c'est l'entracte et l'ouverture des votes. Donc, une fois que la dernière chanson est terminée, les animateurs lancent officiellement les votes en prononçant la phrase culte Europe, start voting now. Europe, commencez à voter. Donc, pendant que le public vote par SMS, téléphone ou via l'application officielle, les téléspectateurs, ils assistent à l'interval act, l'entracte. En fait, c'est un grand moment de divertissement où on retrouve souvent d'anciens vainqueurs de l'Eurovision, des stars internationales comme Madonna ou Justin Timberlake par le passé, et également des spectacles culturels du pays hôte. Donc les artistes, eux, ils attendent anxieusement évidemment dans la green room, qui est l'espace coulisses, qui est visible à l'écran. C'est ça. Là où cette année, d'ailleurs, le chanteur du Royaume-Uni s'est retrouvé seul et a été appelé par le Danemark et il est venu s'asseoir avec eux. J'ai trouvé ça une très belle image. Ah d'accord, je savais pas du tout. Et maintenant, il se fait chambrer un peu sur les réseaux sociaux en disant qu'il est devenu danois plus qu'anglais. Tu D'accord. regarderas. Quatrième étape, c'est le tunnel des votes. Donc, c'est évidemment la phase la plus haletante. C'est la partie la plus longue et la plus stressante. Le système de vote actuel, il sépare strictement les votes des jurys professionnels et ceux du public. C'est ce qu'on disait précédemment. Donc, il y a l'annonce des jurys professionnels, donc le Tour d'Europe. Donc, les animateurs se connectent en direct par satellite avec les porte-paroles des pays participants. Chaque pays attribue ses points de 1 à 8 puis 10. Le porte-parole, il annonce ensuite de vive voix qui reviendra les fameux 12 12 points. points, 12 points, qui est la note maximale. Et à la fin de cette phase, on obtient un premier classement provisoire qui est donc le classement des jurys professionnels. OK. Ensuite, il doit y avoir le télévote, le public. Exactement. Donc c'est là que tout bascule. Les présentateurs, ils annoncent les points du public mondial de manière globale, en partant du pays qui a reçu le moins de points du jury jusqu'au premier. Les compteurs s'affolent. Les pays du bas de tableau, ils peuvent du coup soudainement remonter tout en haut grâce à l'amour du public, créant un suspense insoutenable, en sachant que alors, ça fait quelques années que j'ai pas regardé, mais j'ai souvenir de ça et je suis à peu près sûr que ça continue à se faire. C'est que
quand il y a la première phase avec le vote du jury, on a le classement qui s'affiche en temps réel à l'écran. Ouais. J'ai pas regardé, mais je pense que c'est resté. Je pense aussi, hein. Et du coup, se pose quand même une question. En tout cas, moi, je me suis posé la question avec mon esprit toujours un petit peu tordu en disant, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a égalité? Ouais, comment ça fonctionne? Du coup, comme souvent dans ces concours comme ça, il y a des règles très strictes qui sont appliquées. Ça commence en fait, donc c'est un principe un peu de tie-break, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de règles que je vais énumérer et il suffit qu'il y en ait une qui s'applique pour que du coup le gagnant soit défini. Ok. Donc le premier, c'est le choix du public, le télévote. Donc c'est le critère roi, le pays qui a obtenu le plus grand nombre de points de la part du public, donc le télévote mondial, il est automatiquement déclaré vainqueur. L'Eurovision, ça donne ainsi la priorité absolue à la voix des téléspectateurs sur celle du jury professionnel. Allez, je vais faire mon côté un peu chafouin. Je pense que ça incite aussi à voter et donc à récupérer un peu d'argent, mais bon, on va pas gâcher ce côté-là. Le télévote, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que moi, les fois où j'ai regardé, souvent, il y a un côté un peu local, c'est-à-dire, tu avais les pays de l'Est qui votaient les uns pour les autres, tu avais les pays scandinaves qui votaient les uns pour les autres. Nous, les Français, peut-être que la Belgique et la Suisse nous donnaient quelques points, mais on avait moins ce phénomène-là. En tout cas, ce qui fait que on avait du mal à émerger et à exister à un certain moment. Exactement. Donc, supposons maintenant, chose qui est déjà rare, mais donc, malgré tout, au niveau du choix du public, ils sont toujours à égalité de points. À ce moment-là, c'est le plus grand nombre de pays conquis. Donc, si les deux pays ont reçu exactement le même nombre de points de la part du public, on regarde les détails de ce télévote et le gagnant, c'est alors le pays qui a reçu des points, peu importe la note, que ce soit 1 ou 12 points, de la part du plus grand nombre de pays différents. Ok. Parce que forcément, tu votes à chaque fois pour un pays. Donc, c'est ça. Voilà. Si du coup, il y a toujours égalité, tu vas me dire, c'est quand même pas de bol, mais bon. Ouais, c'est peu probable, mais c'est peut-être arrivé. Voilà, il faut quand même y penser. Du coup, c'est la chasse aux 12 points. Donc, si l'égalité persiste encore, on compte le nombre de notes maximales reçues lors du télévote. On regarde quel pays a obtenu le plus grand nombre de 12 points. Et si c'est toujours à égalité, et à ce moment-là, on continue à descendre. C'est-à-dire qu'on regarde celui qui a eu le plus de 10 points, puis celui qui a eu le plus de 8 points, et ainsi de suite jusqu'à 1 point. Et si vraiment le cas absolument ultime, qui là je suis impressionné est jamais arrivé, mais au moins c'est vrai que dans ces cas-là il faut penser à tous, si l'égalité est absolument parfaite, statistiquement c'est possible. Donc dans le cas extrêmement improbable où deux chansons auraient obtenu exactement les mêmes votes des mêmes pays avec les mêmes notes, c'est la position de passage durant la soirée qui tranche. Oui. C'est-à-dire que le pays qui a chanté en premier, donc le plus tôt dans la finale, il remporte le trophée et la raison c'est que l'UR considère qu'il est plus difficile de marquer des points en début de show qu'en fin de soirée. Disons que l'humain par nature retient beaucoup plus facilement ce qu'il vient de voir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a eu lieu 2 heures avant, ce sera peut-être un peu moins frais dans son esprit. Exactement. Donc maintenant on a fait le décompte des points, on a le vainqueur, on est sûr qu'on en a un seul, du coup forcément l'étape suivante c'est le couronnement. Donc une fois le dernier point attribué, le vainqueur il est officiellement proclamé. L'artiste, évidemment souvent en larmes, il remonte sur scène sous une pluie de confettis pour recevoir le fameux trophée qui est en forme de micro de cristal. Attention, c'est pas le micro d'argent de n'oubliez pas les paroles. Non. Pareil. Non. Et la tradition veut que le grand gagnant interprète sa chanson une toute dernière fois pour clôturer la soirée avant que le diffuseur de son pays ne récupère officiellement la lourde mais prestigieuse tâche d'organiser l'édition de l'année suivante. Ouais, c'est un beau couronnement, une soirée riche en émotions et en fatigue, je pense, sur toutes ces phases-là pour ces chanteurs. Mais il y a un beau vainqueur. Mais la France, Thierry, dans tout ça, parce que là, je l'ai annoncé lors de l'introduction, on n'a pas gagné depuis 1977. Parle-nous un petit peu de la France et de l'Eurovision. Exactement. En fait, la France, elle a une relation de type un peu je t'aime moi non plus avec le concours. Comme on l'a dit, elle a fait partie des pays fondateurs et elle l'a remporté 5 fois.
il y a eu des décennies de résultats mitigés, et c'est pour ça que souvent la France, en tout cas je pense localement, est chambrée. Et je dois l'avouer, moi le premier, j'ai tendance à me dire, de toute façon, on va de nouveau se rater comme pas permis. C'est clair. Et pour autant, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, la France, elle a opéré un vrai retour en force ces dernières années grâce à des propositions artistiques fortes et différentes, puisque si on regarde les dernières années, il y a des noms d'ailleurs soit qui étaient connus avant, soit qui ont été découverts. Je pense typiquement à Barbara Pravi, que je connaissais pas avant, et son vibrant titre Voilà, qui était deuxième en 2021. Magnifique titre, hein, soit dit en passant. Honnêtement, un titre que j'aime beaucoup. Absolument. Titre que j'aime déjà beaucoup moins. Slimane et son intense Mon amour, il est arrivé quatrième en 2024. Par contre, Slimane, il y avait quand même, si tu te souviens, l'image marquante où il se recule du micro à 1 mètre ou 1 m 50 et qu'il chante la partie finale, donc avec une intensité dans la voix. Je sais que ça avait beaucoup tourné ces images. Ah, il a une puissance vocale qui est assez monstrueuse, ça je suis d'accord. Louane, j'en ai parlé plus tôt, et son titre Maman, qui est arrivé 7e en 2025. Ouais, petite déception. Louane, c'est une de mes chanteuses coup de cœur. J'aime beaucoup son univers. D'accord. Et donc, comme on a dit, l'édition 2026, donc c'est la jeune artiste Monroe, 17 ans, qui a donc défendu les couleurs tricolores à Vienne avec son titre lyrique et théâtral intitulé Regarde, qui est donc arrivé 11e, comme on l'a dit précédemment. Donc, les derniers résultats sont pas si mauvais, alors qu'effectivement, je me souviens, il y a une dizaine, quinzaine d'années, non, j'allais dire quelque chose, je vais pas le dire, j'allais dire c'est comme mon club de foot de cœur, on regarde plus en bas du classement qu'en haut. Mais bon, je vais pas les balancer une pique. À titre d'information, parce que tu parlais tout à l'heure, tu sais, de l'émergence des télécrochets par rapport à l'Eurovision. Monroe, donc, qui fait du lyrique, je sais qu'elle vient d'un télécrochet qui s'appelle Prodige sur France 2. Oui. Et donc là, on va dire que ça a été, alors c'est pas le télécrochet peut-être grand public autant que la Starac ou Nouvelle Star, mais en tout cas, on a vu que cette passerelle de télécrochet, l'a amené jusqu'à l'Eurovision. Slimane et Louane viennent d'un télécrochet. C'est vrai aussi, oui, c'est vrai. D'ailleurs, t'as pas tort. Donc voilà, donc on continue à progresser, effectivement. Est-ce que on va regagner. Marie-Myriam sera un jour battue? Espérons-le. Oui, on va gagner, on va y arriver et on va le faire. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire que tous les podcasts nous envient, les anecdotes de Thierry? Non, on va passer aux anecdotes parce que j'ai regardé, je crois qu'on a à peu près à une demi-heure d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on essaie de faire notre épisode sur l'Eurovision à peu près aussi long que l'émission de l'Eurovision elle-même. Oui. C'est le challenge qu'on s'est mis. Donc, première anecdote, on en a un petit peu parlé rapidement, mais pour donner un peu plus de détails. Donc, le jour où il y a eu 4 vainqueurs en même temps, donc en 1969, donc à l'époque, le règlement, il n'avait absolument pas prévu ce cas de figure. Et du coup, à Madrid, il y a 4 pays qui se sont retrouvés en tête avec exactement le même nombre de points. Il y avait la France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et du coup, faute de règles pour se départager, l'UER a décidé de déclarer les 4 pays vainqueurs. Le problème, c'est que du coup, les pauvres organisateurs, ils n'avaient pas assez de médailles à distribuer aux artistes sur le coup. Et pour protester contre ce flou artistique, il y a plusieurs pays, dont la Suède et la Norvège, qui ont tout simplement boycotté l'édition suivante. Je me pose d'ailleurs la question où est-ce que ça s'est joué, parce que du coup, comme il y avait 4 pays, en gros, pour faire simple, c'était le bordel, d'où les règles qui ont été décidées et que j'ai exprimées précédemment. Ok, je vois derrière qu'il y a une chanson qui a déclenché une révolution. Eh oui, on parlait de l'effet politique, on est dans un beau cas de figure. C'est sans doute l'impact politique le plus incroyable du concours. En 1974, le chanteur portugais Paulo de Carvalho interprète, et alors là on va essayer, mais vous m'excuserez pour mon accent portugais, E depois do Adeus, pas portugais du tout. Depois do Adeus. Je crois que il y a un S, ça se prononce comme ça. En tout cas, la chanson, elle finit combien? En fait, elle a terminé bonne dernière du classement. Ah oui, d'accord. Et pour autant, elle rentre dans l'histoire. Parce qu'en fait, elle a été choisie par les militaires rebelles portugais comme l'un des 2 signaux radio secrets
pour lancer le coup d'État contre le dictateur en place à l'époque. Et donc, sa diffusion à la radio, elle a marqué le début officiel de la révolution des œillets. D'accord, oui, donc là, Voilà. c'est vraiment un impact politique très, très important. Ensuite, tu vas nous parler des faux jumeaux d'Irlande. Alors ça, je suis curieux de savoir ce que tu vas nous dire. Oui, je connaissais pas du tout. Donc, les faux jumeaux d'Irlande et le coup du costume, donc en 1973. Donc, la chanteuse Maxi, beaucoup plus simple à prononcer, représentait l'Irlande et lors des répétitions, elle passe son temps à se disputer avec son manager et refuse de porter la robe qui était prévue pour le show. Et du coup, paniqué à l'idée qu'elle boycotte la finale, le diffuseur irlandais, forcément, il fait venir en urgence une autre chanteuse, Tina Reynolds, pour la remplacer au cas où. Finalement, Maxi, elle est montée sur scène, dans une autre robe, et l'Irlande s'est retrouvée à devoir payer le voyage et l'hôtel d'une doublure qui a regardé le show depuis les coulisses. Ah ouais, donc la petite Maxi, ça a été compliqué, mais finalement, elle a tenu son rang. Et ouais, et du coup, sans transition, le dindon de la farce en 2008. L'Eurovision, ça adore le second degré, mais l'Irlande, encore elle, est allée très loin en 2008 parce que pour représenter le pays, les électeurs irlandais, ils ont choisi en fait Dustin the Turkey, autrement dit, Dustin le dindon. C'est qui est une célèbre marionnette de la télévision locale. J'imagine un peu genre Bébé Show, j'ai pas vérifié. Et du coup, Dustin donc a chanté Ireland 12 Point au milieu de danseurs en plumes, une chanson qui se moquait évidemment ouvertement du concours et du fait que plus personne ne votait pour l'Irlande. Résultat, éliminé en demi-finale sous les huées d'une partie du public qui a pas goûté à l'humour. C'est quand même moche. Moi, je trouve ça très drôle avec beaucoup d'autodérision. Pas forcément de là à le faire gagner, mais de là à le siffler, à l'huer pour un pays qui ne gagne pas et qui prend pas de points, je trouvais ça assez marrant. Mais bon. Et ce qui précise, par contre, c'est que au final, la personne qui représente un pays n'est pas forcément natif ou de ce pays-là, en tout cas, en termes de naturalisation, et ça peut même être un dindon. Exactement, comme quoi tout est possible. Une autre anecdote, des larmes et du champagne. Allez, c'est pour moi Champagne épisode 81. Allez, ça c'est pour moi, c'est vite fait. La bourde de la présentatrice, donc c'est en 1985. En fait, la présentatrice suédoise Lili Lindfors, elle arrive sur scène pour ouvrir le show. Et tiens-toi bien, en marchant, sa jupe, en fait, elle s'accroche au décor et s'arrache en direct devant des millions de téléspectateurs, la laissant en culotte. Oh, ah ouais, là, gros moment de solitude. Sauf qu'en fait, c'est un faux moment de panique théâtrale parce que du coup, elle a détaché le haut de sa robe qui se déploie pour former une nouvelle robe longue. En fait, tout était minutieusement calculé en secret. Même l'UER n'était pas au courant. Mais la blague a failli donner du coup une crise cardiaque au producteur. Oui, bah là, je veux bien le croire. Mais j'aime bien ce côté un peu surprise pour le coup. Et là, Thierry, j'ai bien fait de ne pas en parler tout à l'heure. Tu vas nous parler de cette fameuse chanteuse québécoise. Eh ben, exprès non, je vais en donner encore une dernière avant de parler de cette chanteuse. Ah, allez, vas-y, je t'écoute pour l'avant-dernière. Voilà. Donc, la Norvège, elle détient un triste record. C'est le pays qui a terminé le plus souvent à la dernière place de l'histoire du concours, 12 fois au total, donc 4 fois avec un score mémorable de 0 points. Ouf, ah oui, ne pas marquer un seul point, ça fait mal. Hein. Même mon équipe de cœur en football a réussi à marquer quelques points dans le championnat de France. C'est dire. Et quand même, il faut quand même faire effectivement cette dernière anecdote. Évidemment, pour ceux qui suivent un minimum, et puis vous l'aurez tous deviné, on parle évidemment de Céline Dion. Elle a gagné en fait en 1988, mais pour la Suisse. Oui. Donc en fait, elle est canadienne, mais à l'époque, il n'y avait aucune règle sur la nationalité des artistes. Mais maintenant, Sylvain, vu que tu m'as tellement parlé de Céline Dion, c'était avec quelle chanson ? Eh ben, écoute, je ne m'en rappelle plus. Je vérifie parce que je l'ai en tête, mais je veux juste être sûr de pas me tromper. C'était bien celle que j'avais en tête. C'était Ne partez pas sans moi. Non, je l'avais pas. J'avoue que je l'avais pas. Écoutez, c'est une chanson assez, enfin, j'allais dire lunaire, pas par rapport aux paroles bien comme ça, mais qui, je trouve, va très très bien
avec un concours comme l'Eurovision, et je comprends tout à fait qu'elle ait pu gagner du coup cette chanson, sachant qu'à l'époque elle était super jeune. Hein, tapez simplement ça sur Google, vous allez voir du coup elle avait 20 ans. Vous allez voir sa petite tête de jeune fille, etc., qui était très peu connue évidemment à l'époque, et elle a déjà là une voix qui est absolument monstrueuse. Voilà, comme quoi effectivement, on parlait des artistes qui ont été reconnus grâce à l'Eurovision. Céline Dion en fait partie. C'est ça. Et moi, pour contrer ta dernière anecdote, Oh là là. Je vais revenir sur ce que tu avais parlé tout à l'heure de poupée de cire, poupée de son, parce que je me suis interrogé. Oui. Et dans mes souvenirs, ça n'était pas la France qui avait gagné. Et France Gall représentait le Luxembourg quand elle a chanté cette chanson. Tout à fait. Absolument. Donc, ce qui fait que France Gall, française, a gagné avec une chanson francophone, mais ça n'est pas la France, mais le Luxembourg qui avait remporté cette édition-là. Exactement, et tu as tout à fait raison. Et en tant que tel, ça posait pas de souci parce que le Luxembourg, parmi sa langue officielle, a le français. Donc effectivement, ça correspond bien, mais tu as tout à fait raison. France Gall pour le Luxembourg, poupée de cire, poupée de son, chanson écrite par Serge Gainsbourg. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour cette préparation et cette présentation. L'épisode est un peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et je vous propose qu'on se retrouve après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi ? N'oubliez pas, épisode 81, le champagne, 99, l'histoire des caractères accentués. Merci encore une fois Thierry. On te retrouve et on nous retrouve sur X, anciennement Twitter. Je vous laisse suivre notre compte, il y a pas mal d'infos et d'anciens épisodes que Thierry met en avant. Pour le reste, Thierry, je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Oui, alors vu qu'on a fait pour l'Eurovision et qu'on a déjà fait long, je vais continuer à faire long. Donc épisode 0, le pilote, épisode 1, le 49.3, épisode 2, compteur Linky, épisode... Oh non, bon allez, je m'arrête quand même. Si par contre vous dites, quand même, on parle du 49.3, on parle du compteur Linky, bah oui, c'est réellement les premiers épisodes. Et pour avoir la liste, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.aufetcestquoi.fr pour trouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée et la liste de tous nos épisodes, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez à régulièrement consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!